je propose que nous recommencions donc nos travaux. Et donc pour cet après-midi, nous entrons, si je puis dire, dans la partie centrale du sujet, après les grands témoins de ce matin, autour de cette question évidemment capitale sur le plan idéologique, sur le plan des représentations et sur le plan de leur performativité, la question donc du racisme et du génocide, la question du racisme dans le génocide. Pour traiter cette question, donc, il y aura au total 4 intervenants, mais je ne présiderai que les 2 premiers, qui sont à ma droite et à ma gauche, et Marcel Cabanda donc, présidera donc, les 2 intervenants suivants. Pour les 2 intervenants donc, que je vais avoir le plaisir de... non pas de diriger, mais le plaisir de présider. Donc à ma droite, Jean-Pierre Chrétien, qui à dire vrai n'est pas vraiment à présenter, mais je vais le présenter tout de même. Donc historien, directeur de recherche émérite au CNRS, donc grand connaisseur de la région des Grands Lacs, du Burundi, surtout au départ, avant de s'intéresser de manière croissante à la question du Rwanda. Il est un de ceux qui a averti, avant avril 1994, qui a averti des risques de génocide, hélas, sans être entendu. Sa bibliographie est très étendue. Je ne citerai que son dernier ouvrage, rédigé avec Marcel Cabanda, précisément, donc Racisme et génocide, l'idéologie hamitique, paru chez Belin en 2013, qui est un ouvrage... absolument déterminant pour la compréhension précisément de cette question idéologique du racisme et de son implantation, en quelque sorte, à la fin du XIXe siècle dans la région dont nous parlons. Et à ma gauche, donc Marie-France Cros, donc grand reporter à la Libre Belgique, grande connaisseuse donc du Rwanda, qu'elle a connu, visité avant, pendant et après le génocide. Elle a inventé notamment cette formule que l'on retrouve d'ailleurs dans le livre de Jean-Pierre Chrétien, Le racisme de bonne aloi, qui n'est pas une euphémisation, mais en réalité exactement l'inverse, bien entendu. Et donc Marie-France Cros, dans ses dernières interventions écrites sur le Rwanda, donc c'est des reportages parus à l'occasion de la commémoration du 20e anniversaire du génocide des Tutsis rwandais, reportages donc parus pendant donc une dizaine de jours dans la Libre Belgique, à la fois rappel des événements et analyse des changements ou des non-changements 20 ans après. Alors, nous avons beaucoup de retard et les organisateurs me poussent d'une part à tenir les 2 intervenants assez serrés, autour de 25 minutes, et nous éviterons, pour cette raison de retard en particulier, les questions de la salle après les intervenants, et je passerai tout de suite la présidence à Marcel Cabanda pour les 2 intervenants suivants, afin d'essayer de rattraper un petit peu le temps perdu. Voilà, merci. Et donc, je passe immédiatement la parole donc à Jean-Pierre Chrétien. Jean-Pierre, c'est à toi. Prends le micro. Bon, j'ai l'impression de devoir toujours raconter la même histoire sur la cristallisation d'un racisme. Et donc, ici, dans l'esprit de cette réunion, au fond, je vais toujours adopter ce ton de grand témoin. J'ai pensé que ce qui pouvait être utile, c'était non pas que je fasse un résumé à toute allure du livre qu'on a publié avec Marcel, mais d'expliquer comment, au cours des années 90, et c'était vraiment le rocher de Sisyphe à tenter de déplacer que de faire partager cette prise de conscience de l'existence d'un racisme en Afrique. Alors, je donne d'abord, si on peut dire, le ton de ce qu'il faut sans arrêt affirmer. C'était le 7 avril dernier, lors de la commémoration du génocide des Tutsis du Rwanda qui a eu lieu à l'UNESCO. Vous savez, le jour où mon pays était absent à Kigali. Eh bien, grâce à une invitation venue de l'UNESCO et aussi de l'ambassadeur du Rwanda, que je remercie, j'étais invité à m'exprimer. Et à un moment, je rappelais ça, mais c'est le b.a.-ba. Hein. Le génocide de 1994 n'a pas été une guerre ethnique, ni l'expression d'une sauvagerie atavique, ni le dégât collatéral d'une guerre civile à somme nulle.
ni le fruit d'une décision tactique improvisée en une semaine. Bref, un objet volant, un objet non identifié qui serait venu, comme écrivait Paul Ricoeur, de ces profondeurs abyssales où tous les chats sont gris. Il a été le produit, donc le génocide, d'un projet politique raciste, dûment préparé, visant à exterminer les Rwandais Tutsis et à casser toute opposition chez les Rwandais Hutus. Alors, il faut sans arrêt rappeler ça. Et moi, depuis ce matin, je pense qu'on a vu des témoignages. On raconte un peu comment on a vécu. Moi, je n'ai pas vécu le génocide, je n'étais pas au Rwanda. Mais comment on l'a vécu à distance quand on connaissait ce pays. Au cœur de l'entreprise d'extermination des Tutsis du Rwanda, il y a donc un projet. Alors, un projet, attention, je vais bien expliquer qu'il ne s'agit pas d'une espèce de fatalité. Hein, parfois, on essaie de caricaturer la réflexion sur le racisme en une fatalité. Nous serions des gens qui sont des intentionnalistes primaires, disant que le génocide était programmé depuis longtemps. L'histoire est toujours beaucoup plus compliquée. Hein. C'était un projet qui était résistible, comme aurait dit Bertolt Brecht, la résistible ascension d'Arthur Rouy, un projet qui n'était pas inévitable, mais qui a été exécuté au nom d'une idéologie de race qui avait déjà effectivement été mise en œuvre à plusieurs reprises dans les années 1960 et 1970 au Rwanda, toujours entretenue dans les années 1980, nous expliquons tout ça dans notre livre, et explicitement revitalisée, si on peut dire, dans les années 1990. Cette idéologie, donc, faisait des Tutsis des boucs émissaires récurrents dès qu'il y avait des problèmes. Elle a été systématiquement instrumentalisée dans une propagande, qu'on a analysée avec Jean-François Dupaquier et Marcel Kabanda dans le livre sur les médias du génocide. Elle a donné tout son sens au génocide. Je crois que la propagande, c'est déjà un signe qui montre de quoi il s'agit. Alors, je ne vais pas donc, encore une fois, résumer notre livre. Et j'ai prévu mon intervention comme un témoignage, celui d'un observateur qui s'est interrogé depuis longtemps sur cette situation, d'un historien, c'est mon métier, travaillant sur cette région d'Afrique depuis un demi-siècle et qui s'est trouvé confronté à cette dure réalité. Parce que aussi, je le répète souvent, je n'ai pas choisi de travailler sur les génocides. Moi, je suis historien, travaillant sur l'histoire notamment des 19e et 20e siècles de la région des Grands Lacs, et sur leur histoire sociale, économique, etc. Enfin, une histoire évidemment bien particulière, mais dans la banalité de toute histoire humaine. Et si j'ose dire, le génocide m'est tombé dessus. C'est-à-dire, comment, devant cette réalité, se taire quand, en plus, l'histoire offre des clés pour comprendre, pour mettre en perspective. Alors, mon propos, vous l'aurez compris, parce que, quelque part, la réalité du génocide a été une horreur absolue, quoi, qu'on a du mal à expliquer, à expliciter. Mon propos, ce n'est pas l'incompréhension des victimes. Récemment, Jean Hatzfeld rappelait cet aspect. C'est la bonne conscience des bourreaux et de leurs complices. C'est ça qui m'intéresse quand j'essaie de comprendre cette idéologie. Les premiers ont peut-être de la peine à expliquer, à s'expliquer. Les seconds ne veulent pas le faire, en fait. Alors, c'est ce déni qui sera le fil conducteur de mon intervention. Je fais un petit commentaire complémentaire. Les rescapés, évidemment, je n'insiste pas sur leur douleur par rapport à la disparition de tous leurs proches, mais moi, je témoigne pour ce que j'ai vécu. Il faut mesurer aussi l'indignation, la souffrance, même parfois la désespérance, en tant que chercheur, qu'intellectuel connaissant la région, face à la langue de bois qui nous était imposée par les milieux dirigeants de notre pays et par nombre de médias, campant obstinément sur une confortable explication, une sorte de fatalité dite ethnique. Je pense que une collègue comme l'a regretté Alison Desforges aux États-Unis se heurtait d'ailleurs au même problème. Ce n'est pas spécifique à la France. Alors, je vais donc me concentrer sur les années 90, mais en débordant aussi sur les années 2000, faire une espèce de retour en arrière. Et ça m'a rappelé, en préparant cet exposé, ça m'a rappelé d'ailleurs des moments psychologiquement difficiles des années 90, donc quand on essayait de faire passer le message.
Alors, ça a commencé d'abord entre 1991 et 1993, donc les années qui précèdent le génocide, par, je n'étais pas le seul évidemment à le faire, mais enfin moi c'est ça que j'ai vécu, une demande récurrente pour qu'on sorte du silence. Parce qu'il y avait surtout un silence. Ça a été le titre d'ailleurs d'une contribution que j'avais fournie à une ONG de Rennes, en Bretagne, le CRIDEV, qui m'avait demandé d'intervenir. C'était sortir du silence face, c'est-à-dire faire écho aux inquiétudes suscitées par la montée des violences verbales et des violences physiques aussi, concertées à l'encontre des civils Tutsis vivant au Rwanda au cours de ces années, alors que la présence politique et militaire de la France était évidente. Donc pourquoi se taire? Je me rappelle aussi que j'avais été à Genève en décembre 1991, j'avais été invité, un cadre universitaire, et que j'avais surtout développé l'idée suivante: il y a un fossé qui se creuse entre la société rwandaise, qui, qu'on le veuille ou non, avait bougé depuis les années 60, et d'autre part, la politique, le pouvoir qui se crispait sur, au fond, le recours à l'ethnisme, à l'antagonisme Hutu-Tutsi. Cet article a été publié dans la revue Genève-Afrique en 1992, mais la réunion, il faut quand même donner le contexte, c'est intéressant, avait été houleuse, parce que la sûreté rwandaise de l'époque, qui était très bien représentée à Genève par M. Fabien Singaye, dont vous avez peut-être eu des échos ces derniers temps, puisque c'était le principal auxiliaire du juge Bruguière. Alors, M. Fabien Singaye avait ameuté tous les militants du MRND d'Europe, et je ne sais pas si c'est un train ou un autocar qui était venu de Belgique, et donc ça a été assez houleux. Entre parenthèses, j'ai appris plus tard que M. Fabien Singaye avait réussi à accéder à une lettre que j'avais écrite au Monde à Catherine Simon et qu'il l'avait envoyée à Sagatois, le chef de la sûreté rwandaise. Donc je fais partie des gens qui étaient dans les petits papiers de la sûreté rwandaise. Il y avait, grâce à un honorable universitaire belge, ami de M. Fabien Singaye, ce courrier était retrouvé là. Pour vous dire que, quand je disais tout à l'heure, le génocide m'est tombé dessus. Et aussi, mettez-vous à la place d'un professeur, d'un chercheur. Bon, il va dans les archives, il écrit des livres, et tout d'un coup, il se trouve, il continue à travailler comme d'habitude, même s'il parle de l'actualité, il se trouve tout d'un coup ainsi confronté à des services spéciaux, etc. Bon. Alors, pour revenir à l'ambiance générale des années 90, il y a deux moments, à mon avis, qui ont été emblématiques et qui pouvait attirer l'attention sur la dimension raciste des choses. C'est la publication des 10 commandements du Hutu, décembre 1990, et ce sont les massacres du Bugesera, mars 92. C'était deux moments clés où il y a eu donc des réactions dans notre pays, enfin des tentatives pour s'exprimer, pour faire connaître, et malgré tout, sans beaucoup de résultats. Pour les 10 commandements du Hutu, j'avais publié tout le texte en juin 91 dans la revue Politique africaine, avec un commentaire en montrant que ça relevait d'un esprit d'apartheid, qu'il était demandé de cesser d'avoir pitié des Tutsis, cette minorité arrogante et assoiffée de sang, je cite. Bon, c'était quand même un texte fort. Alors, je fais une digression. À la fin d'avril 1994, j'avais été invité à une émission de France 2 et une journaliste, dont j'ai oublié le nom, mais qui est une journaliste connue. Je lui montre ce texte. Elle dit qu'elle ne voit pas matière de quoi fouetter un chat. Alors, moi, j'aurais plusieurs anecdotes comme ça à rencontrer, comme si, dès qu'on parlait d'Afrique, au fond, tout était possible sans qu'on s'émeuve trop. Quant au massacre du Bugesera, ils ont suscité en fait une grande émotion, évidemment. Le grand public français ne s'est pas ému des massacres du Bugesera, mais quand même, il y a eu des réactions. Mais d'abord, il y a eu des réactions au Rwanda. Alors ça, c'est une chose que je tiens à souligner sans arrêt. C'est l'importance de l'opposition politique intérieure au Rwanda à l'époque, qui a été complètement méprisée et niée, et encore jusqu'à nos jours, par les autorités françaises. Cette opposition intérieure importante contre le régime de Habyalimana a vigoureusement protesté contre ce que le parti MDR appelait le massacre des innocents. La presse démocratique avait publié des reportages. Et à l'étranger, je me rappelle qu'en France, j'ai retrouvé les papiers, le 24 mars, il y a eu une conférence de presse ici à Paris, organisée par la communauté rwandaise de France, avec la participation de la FIDH,
Maître Éric Gillet était là. Et on a essayé de faire écho. Il y a eu un article intéressant de Catherine Simon dans Le Monde à l'époque, mais à l'époque aussi, bon, il n'y a pas eu tellement d'écho. Et l'ambassadeur de France de l'époque, d'après maintenant les textes que l'on connaît, l'ambassadeur de France à Kigali, n'a vu dans ces massacres que l'expression de troubles interethniques habituels, en quelque sorte, dans l'histoire du Rwanda. Alors, je pourrais aussi donner, mais le temps est ce qu'il est, donc je pourrais donner ici des exemples sur des dysfonctionnements ou l'absence de réaction de l'opinion en 1993, pour signaler simplement que je reconnais que j'ai hésité longtemps à employer le mot génocide pour la menace qui venait. Bon, parce que le mot génocide, quand même, il est fort, quoi. Donc, c'est en 93 que j'ai eu l'impression qu'il fallait le dire. Et j'ai été encouragé, je dois le dire, je reconnais, je rends grâce au regretté Jean Carbonard dans sa prise de position devant la télévision française en janvier 93, et dans un article de mars 93 dans la revue Esprit, je parlais de cette menace. Mais j'ai trouvé intéressant de vous faire part aussi sur ce thème d'un racisme qu'il fallait identifier, d'efforts que j'ai faits auprès de responsables politiques français. Alors, il y a deux personnages tout à fait respectables qui sont concernés par des correspondances. C'est M. Kofi Yamyan et M. Jean Auroux. Il se trouve qu'en mai, que je ne dise pas de bêtises pour les dates, en mars 92, justement, il y avait une campagne électorale en France. J'habitais à Antony à l'époque. Et M. Kofi Yamyan est venu soutenir un candidat. Il y a eu une réunion. À cette occasion, on était quelques-uns là. Il parlait du Rwanda. Il était secrétaire d'État aux Affaires sociales. Et on lui a remis un courrier sur le Rwanda. Et voilà ce que j'écrivais dans ce courrier. Les tueurs de Nyamata, vous l'avez entendu tout à l'heure, au Bugesera, ne sont pas de simples, entre guillemets, paysans hutus qui, entre guillemets, ont peur. Ce sont des bandes manipulées par des groupes extrémistes bien précis. Une analyse politique doit absolument être faite. On ne peut combattre le racisme dans notre pays et sembler cautionner un régime raciste dans un autre pays. Le Rwanda est une poudrière dans cette région d'Afrique. L'importance de l'engagement de la France dans ce pays rend particulièrement pesant le silence qui règne aussi bien dans nos médias que dans les déclarations officielles. Et ensuite, le 24 février 1993, à Jean Auroux, qui présidait le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, je lui écrivais « Depuis la fin de 1990, l'extrême droite rwandaise s'emploie, non sans succès, à impliquer la République française dans ses intrigues d'arrière-garde et dans son idéologie raciste, à force de s'entêter dans une vision raciale et de vouloir réduire, selon un schématisme idéologiquement très douteux, le débat politique dans ce pays à un simple antagonisme ethnique entre Hutus et Tutsis, on joue une carte qui ne peut mener qu'à la violence et au chaos. » Tiens, je n'ai eu aucune réponse. Évidemment, je ne suis rien du tout. Je suis simplement un chercheur, et les chercheurs, à quoi servent-ils? Ça m'a rappelé les phrases de M. Bourges-Monouri au temps de la guerre d'Algérie sur les chers professeurs. Alors, donc, quand même, l'information, on pouvait y accéder, elle circulait. Il y a des journaux qui venaient de Kigali, beaucoup de documents internes photocopiés par l'opposition, par des Rwandais ou tout. Je réinsiste sur le fait que moi, j'ai compris énormément de choses sur la situation politique au Rwanda, y compris sur ce racisme, à l'aide de Rwandais Hutus. Hein, il n'y avait pas d'un côté les Tutsis, d'autre part les Hutus. Il y avait un courant raciste, et puis il y avait des Rwandais qui s'inquiétaient de cela. Et je rends hommage aussi au travail de mes anciens étudiants de l'époque qui ont disparu, Emmanuel Tézimana, Jean Roumia, etc. Alors, en 1998, je ne sais plus combien de minutes il me reste. Parce que, disons 10 minutes. Ouais, bon. En 1998, devant la mission parlementaire, j'ai été invité à m'exprimer devant la mission d'information parlementaire. Alors j'ai parlé, ça m'amuse de vous citer cette phrase, vous allez voir pourquoi, d'une course contre la montre entre la logique de démocratisation et de paix et la logique de guerre et de racisme. Je crois que c'était exactement ça l'enjeu. Et là, il fallait savoir sur quel bouton on appuyait quand on avait l'influence qu'avait le gouvernement français au Rwanda. Alors, pourquoi j'ai dit que ça m'amusait, c'est parce que récemment, enfin c'est un hasard sans doute,
J'entendais sur France Inter, M. Védrine, dire qu'à l'époque, il y avait une course contre la montre. Mais enfin, c'est une expression tellement banale, course contre la montre, tout le monde a le droit de l'employer, évidemment. Une course contre la montre entre les extrémistes, non identifiés, bien sûr, et l'action bienfaisante pacificatrice de Paris. Bon, alors, vous voyez comment on peut jouer sur les mots en différentes directions. En fait, le mot d'ordre de l'époque, c'était donc essentiellement le silence ou le renvoi convenu aux traditions ethniques, aux oppositions ethniques entre lesquelles il fallait s'interposer. Ça, c'est mon vécu par rapport à l'essai pour faire comprendre qu'il y avait un racisme en jeu dans cette situation du Rwanda avant le génocide. Maintenant, la période du génocide. Alors là, c'est le souvenir vraiment d'une période, encore une fois, ça n'atteint pas du tout ce qu'ont souffert les gens au pays, je ne fais pas du tout cette comparaison, mais malgré tout à distance d'une sorte de désespérance, parce que l'information semblait bloquée comme sur un disque rayé. La guerre, la guerre, la guerre, la reprise de la guerre, la colère populaire, on en a parlé tout à l'heure. On sous-entendait la sauvagerie africaine de gens qui sont prêts, dès qu'ils sont en colère, à aller massacrer tous les enfants, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce langage, enfin, tout à fait myope sur la réalité, c'était exactement les éléments de langage du gouvernement intérimaire qui présidait au génocide. Et d'ailleurs, ce gouvernement intérimaire, je rappelle qu'à Paris, 2 membres de ce pouvoir génocidaire ont été reçus le 27 avril. Il faut quand même rappeler qu'on parle toujours des 100 jours au cours desquels il y a le génocide. Mais massivement, Hélène Dumas me le faisait remarquer encore récemment, la grande masse des morts, c'est avril. C'est avril. Donc, quand on reçoit ces 2 personnages, ils baignent dans le sang, quoi. Bon. Alors, le génocide, donc, hélas, a été resté longtemps occulté par ce thème de reprise des hostilités, guerre interethnique, etc. Alors, je me suis employé, c'était déjà pour un article que j'ai publié il y a quelque temps, à comparer les titres de la presse française à l'époque et les titres de la presse belge. Il faut quand même rendre à César ce qui est à César. En l'occurrence, César, c'est la Belgique. Alors, donc, titre dans la presse française. Le Monde, notamment, est très, très savoureux sur ce plan. Le Monde, le 14 avril, forces gouvernementales et rebelles se disputent le contrôle de la capitale. Bon. 15 avril, les combats continuent au Rwanda. 16 avril, les rebelles Tutsis gagnent du terrain à Kigali. 29 avril, des affrontements à l'arme lourde continuent d'opposer Hutus et Tutsis. 7 mai, les combats se sont intensifiés à Kigali. Bon, à ce moment-là, bon, j'ai pris l'exemple du soir de Bruxelles, que la Libre Belgique veuille bien m'en excuser. Le soir de Bruxelles, parce que je pourrais trouver des titres équivalents à ceux que j'ai trouvés pour le soir de Bruxelles. Le soir de Bruxelles, 19 avril, le carnage s'est étendu à l'ensemble du Rwanda. Ça n'a rien à voir avec les titres précédents. Hein. Ou bien 6 mai, massacre au Rwanda, le fond de l'horreur. En fait, en France, il va falloir attendre. Bon, hélas, l'opération turquoise, pour que justement, il y a un certain nombre de journalistes qui embarquaient avec l'armée, mais fassent leur travail. Et dans des journaux qui n'avaient pas une vocation forcément à faire de l'analyse de géopolitique internationale. Il y a eu des reportages parus dans le Parisien libéré ou le Journal du Dimanche qui ont été extrêmement révélateurs. Et puis, tout a dépendu de la qualité des journalistes. Je ne vais pas commencer à distribuer des bons points, mais enfin, j'ai en tête toute une série de noms. Mais quand même, je voudrais rappeler le rôle de Jean Chatin dans l'Humanité, qui très vite a fait de nombreux reportages et qui allait sur le terrain du côté du FPR, c'est-à-dire voir les résultats du génocide. Mais le terme génocide lui-même met très longtemps à être employé. Alors, là, ça me fait plaisir, on le relève dans la Libre Belgique dès le 13 avril. Une exception, hein. Dans l'Humanité, en titre, le 30 avril, dans Libération, le 26 avril, je vais y revenir, dans Le Monde, le 8 juin, mais il faut souligner que Le Monde a attendu le 2 juillet, au lendemain de la sortie du rapport de René Denis-Segui, pour faire figurer ce terme en titre en première page, et encore avec des guillemets. Alors, je reviens sur le 26 avril, parce que quand même, je me suis rappelé tous les remerciements que je dois adresser à Alain Frilé, qui m'a permis à l'époque de faire passer un article où, cherchant un titre qui attire l'attention et qui soit fidèle à la réalité, j'ai donc employé le terme de nazisme tropical. Alors, non pas pour dire que
la République hutu-rwandaise avait été éternellement un régime hitlérien, mais pour dire qu'à ce moment-là, ce à quoi on assistait, c'était un racisme officiel, un génocide, des massacres d'État. Mais on peut pas, moi, je ne peux pas oublier l'espèce d'amertume, de fatigue, de colère, c'est vrai aussi, j'ai tué personne, face à cette espèce de pesanteur d'une lampe de bois, le goût de cendre aussi laissé par, même Amnesty International, en plein génocide. Amnesty, au mois de mai 1994, diffuse une brochure de 13 pages, la communauté internationale se doit d'agir sur un génocide qui se profile au Burundi. Mais, et des manifestations autour de ça, mais je ne vois rien d'équivalent sur le Rwanda. Bon, alors, ma façon de réagir, parce que je conçois tout ça en termes de témoignage, comme je l'ai dit, fut d'accepter toutes les invitations. Ça a été vraiment, j'allais dire, presque du délire. Multiplier les conférences, les interventions, mais où j'expliquais toujours aux gens, et ça reste important à dire, que l'historien n'est pas là pour justifier, pour dire c'est normal. Je leur disais, moi je ne suis pas un notaire, je ne suis pas venu authentifier que les massacres sont normaux, qui s'expliquent. Mais pour mettre en perspective, pour poser des questions, pour essayer de comprendre l'innommable, pour décrypter le processus politique où intervient justement un racisme. Alors, dès le 10 avril, quand même, il faut rappeler aussi le travail de Madeleine Moukabamano sur RFI. Dès le 10 avril, on a pu, et Ronnie Broman était là aussi, pour constater qu'il y avait des morts et très peu de blessés, et qu'on était en présence d'un génocide. Mais encore une fois, cette volonté d'expliquer butait toujours par rapport au public sur une espèce d'incrédulité. Ça a été plusieurs fois évoqué ce matin. Comment rendre compte que c'est vrai qu'on a massacré des familles entières, des bébés, etc. Je me rappelle justement à Blois, mais c'était plus tard, c'était en juin 95, une réunion où j'ai expliqué le plus clairement possible, enfin le processus à des gens qui ne connaissaient pas le Rwanda, et puis quelqu'un a posé la question, mais quand même, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi on a tué des enfants? Qu'est-ce que j'ai pu leur répondre? Que sinon qu'on avait déjà vécu ça en Europe au milieu du XXe siècle. C'est tout ce que je pouvais répondre pour leur rappeler que donc la barbarie n'était pas spécifiquement africaine. Puisque je réfléchis toujours autour du déni, là, devant vous, il faut dire aussi que le déni était donc consubstantiel à la perpétration du génocide, Yves Ternon le rappelle souvent, et il est très conscient aussi chez les responsables du génocide eux-mêmes au Rwanda. Alors, quand même, sur les ondes de la RTLM, quand on apprend que les Français vont venir, il y a des messages vraiment époustouflants. Les journalistes, oui, enfin bon, c'était qu'une citation le 2, là, les journalistes de la RTLM nous disent que d'après les conseils des intellectuels de Boutaré, eh bien, une bonne nouvelle, les Français vont arriver, etc. Seulement, afin que cette promesse se réalise, nos intellectuels demandent qu'il n'y ait plus de cadavres humains visibles sur la route, qu'il n'y ait plus de personnes tuant une autre, pendant que d'autres assistent en riant sans la remettre aux autorités. C'est comme s'ils décrivaient le génocide, en disant, non, il va falloir le cacher. Donc, ce génocide devait rester dans l'entre-nous, entre personnes connaissant le Kinyarwanda. Il devait en rester aucune image, aucune parole. D'ailleurs, du génocide lui-même, il y a très peu d'images, en fait, des actes de perpétration du génocide. Et il faut dire que les génocidaires ont dû être amèrement surpris quand ils ont découvert qu'il y avait tous les enregistrements qui avaient été à la RTLM. Parce que j'y pense parfois, imaginez qu'on n'ait pas eu ces enregistrements. Mais qui aurait pu croire le ton, le contenu de ces émissions, tels qu'ils apparaissent à travers les enregistrements? Ça aurait été l'incrédulité. Quand on voit déjà la poursuite du déni, ça aurait été... on aurait dit, non, vous êtes de parti pris, c'est pas possible, on n'a pas pu dire ça. Bon. Alors, depuis le lendemain du génocide, donc ça avance, on est au lendemain du génocide, je vais peut-être remplir mon contrat. Ce déni, donc, s'est étalé tout de suite, massivement, notamment d'après tous les messages qui venaient des camps de réfugiés du Kivu. C'est ce qui m'a amené à publier Le défi de l'ethnisme,
en 1997, qui était en fait un recueil organisé de toutes les citations que l'on pouvait trouver, soit du côté en Afrique, soit en Europe même. J'en profite quand même pour dire que j'ai eu un moment de bonheur en préparant ce livre quand je suis tombé sur le texte, le témoignage du docteur Blum que nous avons entendu ce matin, publié dans un livre allemand, c'était un livre collectif. Tous les autres textes, c'était des gens, des responsables d'ONG qui avaient des états d'âme en partant au Zaïre. Il y avait un seul texte qui concernait le génocide lui-même, c'était celui du docteur Blum. Ça m'a tellement pris, et c'était tellement fort, et vous avez vu ce matin, je l'ai traduit en français et je l'ai publié dans ce livre. Bon, alors, je n'étais pas le premier à dénoncer ce négationnisme qui intervenait aussi rapidement. Je ne vais pas donner les citations, il y a d'autres qui ont constaté cela à l'époque. Ce qui est quand même frappant, c'est que, au fond, ce déni repose, là, il ne peut plus reposer sur le silence. Quand même, tout le monde a parlé du génocide. Il repose toujours sur l'équilibrisme ethnique, sur une espèce de logique d'antagonisme. Et en fait, c'est le programme raciste, le projet raciste lui-même que l'on cache derrière ce schéma. Parce que c'était justement le programme des gens du Hutu Power, qu'au Rwanda, il ne devait y avoir que deux pensées. La pensée Tutsi qui disparaisse, évidemment, qui soit éradiquée, et la pensée Hutu qui devait être unique. Donc, en fait, l'imaginaire ethnique, c'est le discours du racisme. Parce que la société du Rwanda, historiquement, est beaucoup plus complexe, évidemment. Alors, d'autres exemples de déni, je vais passer dessus. Mais, quand même, il faut dire, parce que je parcours là rapidement ces années, que il y a eu à nouveau un moment d'espoir, il faut le dire quand même. La mission parlementaire, à la suite des articles, notamment suivant d'autres motivations, mais les articles de Patrick Saint-Exupéry dans le Figaro, cette mission parlementaire donc s'est réunie, a travaillé, a fait sortir beaucoup de documents, a auditionné beaucoup de gens, a auditionné sans suffisamment enquêter, a sorti un rapport qui était soigneusement négocié, hein, mais enfin, il y a des phrases assez fortes. Et en fait, ce rapport, moi, ce qui me frappe, c'est que ce rapport, avec toutes ses limites, eh bien, on s'est empressé de l'occulter rapidement. Aujourd'hui, on nous dit, oh, il faut lire le rapport. Ah bon ? Et qui a occulté ce rapport ? Sinon tout le brouillage, l'enfumage autour de l'enquête Bruguière et des livres de Pierre Péan, qui n'en cite jamais un extrait et qui se lâche uniquement sur la piste non seulement de la fatalité ethnique, mais de la responsabilité des Tutsis eux-mêmes dans leur propre génocide, etc., etc. Donc, ce qui me frappe aussi, parce que quand même, on est chercheur, on est intellectuel, il faut assumer son métier, c'est, et donc, quand même, j'allais dire syndicalement, constater les problèmes, c'est cette volonté systématique de disqualifier les chercheurs. Bon, je ne reviens pas sur toutes les injures, je ne suis pas le seul à avoir reçu des injures de Péan et d'autres, mais il y a une volonté de disqualifier les chercheurs. On ne sert à rien. Pourquoi la République française paie des chercheurs sur l'Afrique au CNRS? Si c'est ensuite qu'on écrit à des gens, on ne répond pas, ensuite il sort des ouvrages en fait d'origine officieuse où on les insulte, pas de problème, etc. Et ça continue aujourd'hui. Ça continue aujourd'hui. Et c'est ça qui, pour terminer, je voulais dire, c'est qu'on assiste à une nouvelle vague du déni actuellement. Par exemple, la sortie sur le site de l'Institut François Mitterrand d'un texte qui se présente comme étant une synthèse du rapport de 1998. Alors, signé par des experts non nommés, inconnus, anonymes. C'est toujours la même chose, on se heurte toujours à des murs de silence ici et là. Et ce rapport, en fait, il arrange à sa façon, il réécrit le rapport. Alors on nous dit, il faut lire le rapport de 98, mais dispensez-vous de le lire, puisque nous vous proposons un résumé. Il y a aussi la Fondation Jean Jaurès, je vous renvoie à la Fondation Jean Jaurès sur ce qui est sorti sur le Rwanda, mais ça, je pourrais en parler pendant une demi-heure, mais avec toujours l'idée qu'il y aurait un récit officiel du génocide qui serait au fond la thèse de Kagame, Kagame étant un diable, on l'a rappelé ce matin à quel point il est diabolique. Voilà. Alors, mais ce qui m'inquiète, moi, c'est que pour défendre l'honneur dit-on, de l'armée, dit-on, de la France, il faudrait donc
grignoter sur la vérité, il faudrait nier la nature des génocides, voire recourir au même bréviaire racialiste que celui de ses perpétrateurs. Alors, donc, moi, je me mets sous la protection d'un grand ancien disparu il y a quelques années, Pierre Vidal-Naquet, qui disait, dans Les Assassins de la mémoire, est-ce à dire qu'il faut capituler devant la négation, glisser peu à peu vers un monde où tout se vaut, l'historien et le faussaire, le fantasme et la réalité, le massacre et l'accident de voiture. Et donc, il y a un combat qui est toujours à mener face à ce retour incessant du déni, parce qu'il y a une grande question. On voit très bien que depuis ce matin, nous nous intéressons sur la vérité concernant le génocide des Tutsis du Rwanda en France. On est en France ici. Hein. Alors, il faut quand même arriver à comprendre comment des responsables politiques de ce pays, qui a priori, il ne faut pas lancer d'invectives a priori, ne sont pas suspects de sympathiser avec un génocide. Et alors, comment se fait-il qu'ils se sont laissés aveugler, mais aveugler par quoi ? Au point de soutenir effectivement des racistes qui préparaient de fait un génocide. Alors, comment comprendre ça ? Alors, on en discute souvent avec des collègues historiens de l'Afrique. Il y a aussi derrière cela, je crois que je l'évoquais à plusieurs reprises, un mépris de l'Afrique quelque part. À l'Afrique, on ne fait pas de politique, on fait de l'ethnographie. Et aussi, comme ce problème touche l'Afrique, j'ai bien aimé une formule de mémoire. Boubacar Boris Diop parle de l'Afrique qui doit se désengluber d'elle-même. Il me semble que tu as écrit ça quelque part. Bon, bref, c'est pour dire tout le monde doit faire des efforts. Mais donc, excusez-moi, je n'ai pas fait un exposé sur le racisme. Je vous ai fait part de mon expérience de combat face à ce racisme pour l'identifier. Merci à Jean-Pierre Chrétien pour cet exposé réflexif. J'ai entendu souvent Jean-Pierre Chrétien parler de la question du Rwanda, et c'est la première fois que je l'entendais parler de manière réflexive de son propre combat et de ses propres déceptions aussi, qui se sont sans doute d'ailleurs accrues dans un passé très, très récent. Je trouve que c'était justement particulièrement intéressant et révélateur, hein, qu'il ait un petit peu subverti le sujet qui était le sien à l'origine. Moi, personnellement, j'en suis ravi. Si vous voulez davantage de choses, eh bien, revenez vers son livre, celui de rédigé avec Marcel Cabanda sur l'idéologie amitique. Voilà, et donc j'ai essayé de le tenir assez serré, mais toujours très difficile de tenir vraiment Jean-Pierre Chrétien, mais on ne le regrette pas trop. Hein, j'ai laissé un petit peu courir. Et je vais donc maintenant passer la parole à Marie-France Cros, que je vais essayer également de tenir dans un temps un peu strict. À vous, Marie-France. Je me dépêche alors. Non. Donc, moi, Marcel Cabanda m'a demandé d'expliquer comment c'était de faire des reportages au Rwanda avant le génocide, parce que j'ai fait mon premier reportage dans ce pays en 1989. À l'époque, et c'est une particularité de la Belgique, le Zaïre, Rwanda, Burundi n'était pas traité par le service d'information international, mais par le service d'information belge. Donc, je faisais l'Afrique, mais pas ces trois pays-là. Oui, c'est indicatif de deux choses. D'abord, on s'intéresse à ces trois pays exclusivement sous l'angle des relations entre la Belgique et ce pays-là, pas en soi. Et deuxième chose, c'est que ces relations étaient encore importantes. Le fait que maintenant ça soit traité par le service de politique étrangère, finalement, ça veut dire que c'est moins important. Alors, à l'époque, c'était donc mon premier voyage au Rwanda. J'ai dû remplacer le collègue de politique belge qui aurait dû aller accompagner un ministre belge qui se rendait en visite au Rwanda. Et bon, j'ai fait le reportage normalement. Il n'y avait rien de particulier à signaler, sauf que comme on avait pas mal de temps libre, j'ai pu en profiter pour approfondir le peu de connaissances que j'avais sur le Rwanda, avoir des entretiens discrets, pour préparer des papiers pour un peu plus tard. Et à l'époque, déjà, j'étais frappée parce qu'on me répétait le cliché qui était de vigueur à ce moment-là dans le monde politique et associatif belge. C'était les Tutsis sont intelligents mais retors et les Hutus sont un peu balourds mais gentils. Et tout le monde répétait ce cliché tout le temps.
Moi, je travaillais depuis 1 an sur le Burundi, et je m'étais aperçue qu'au Burundi, où c'était pas les Hutus qui avaient le pouvoir, mais les Tutsis, j'avais rencontré des Tutsis bêtes et des Hutus intelligents. Et je m'étais dit, ça doit être simplement parce que quand on est de la bonne ethnie, on a un poste qu'on n'a pas mérité, et donc je ne pouvais pas absorber ce cliché qui était... Mais les ambassadeurs me le répétaient, les gens des ONG, les missionnaires. C'était vraiment... Tout le monde vous commençait par vous dire ça d'abord. C'était le début de la conversation. À l'époque aussi, il faut dire que le Rwanda était assez ignoré, que le second cliché qu'on servait, c'est une petite Suisse, parce qu'il y a des montagnes et que tout le monde est pacifique et qu'il y a des agriculteurs. Enfin, personne ne parlait de ce pays, à part un peu en Belgique. Et surtout, on ne le critiquait pas quand on en parlait. À la fin de l'année, à la Toussaint de cette année-là, 89, c'était les 30 ans de la Toussaint rwandaise, c'est-à-dire les premiers massacres de Tutsis qui amèneront la révolution Hutu et l'instauration de la République Hutu après l'indépendance en 62. Donc ça faisait 30 ans, c'était une bonne occasion, me semble-t-il, pour publier un papier, une page sur on avait un grand format à cette époque, une page sur les 30 ans de la Toussaint rwandaise, et il y avait un papier qui s'appelait « Une atmosphère de fin de règne », un autre qui s'appelait « La loi des reins de la proportionnelle », et un troisième sur le manque de terre et de la démographie importante et le manque de perspectives pour les jeunes. Et cette page a été un tremblement de terre pour l'establishment rwandais, et un peu moins pour l'establishment belge qui appuyait l'establishment rwandais. Il faut dire que les autorités rwandaises de l'époque avaient été assez maladroites pour en faire de la publicité négative, mais de la publicité quand même. Donc il y avait eu des émissions à la radio pour dire combien je ne comprenais rien, combien je disais n'importe quoi, combien je devais être payée par les royalistes Tutsis qui voulaient rétablir la féodalité. Et tout ça a fait parler de moi dans tout le pays, alors que s'ils n'avaient rien dit, qui est-ce qui achetait la Libre Belgique à Kigali? Personne n'en aurait parlé. Donc, puisque ça avait fait beaucoup de bruit grâce aux autorités rwandaises, on m'a invité, le gouvernement rwandais m'a invité pour corriger ma mauvaise impression. Je n'avais pas compris, on m'invitait pour voir. Donc j'ai fait un deuxième reportage où j'étais cornaquée par une dame qui était chargée de la propagande au sein du parti unique. Et elle voulait notamment, on critiquait le fait que j'avais rapporté qu'il y avait des poches de famine en raison de la situation des terres, qu'il y avait des poches de famine dans le sud du pays, et elle voulait me montrer que je me trompais. En fait, en m'accompagnant pendant tout le voyage, elle a vu que je ne me trompais pas, puisque nous sommes tombés sur des femmes qui coupaient l'herbe des talus parce qu'elles n'avaient rien à manger. La scène était assez amusante parce qu'elle n'arrêtait pas de me dire que ça n'existait pas, et puis on tombait dessus, et puis elle sort de la voiture, elle va interroger les femmes, et visiblement les femmes lui disaient la même chose. Je dis au chauffeur, qu'est-ce qu'elles lui disent les femmes, parce que je ne parlais pas Kinyarwanda. Qu'est-ce qu'elles lui disent les femmes? Elles disent qu'elles ont faim, qu'elles ont que ça à manger. Donc, en fait, c'est moi qui lui ai montré que ce qu'elle voulait démontrer faux était vrai. Donc, elle n'allait pas s'arrêter là, puisqu'elle était chargée de la propagande. La fin d'une invitation d'un reportage pour vous prouver que vous avez tort, c'est toujours un entretien avec le président, interview avec le président. Donc, à l'interview avec le président, dans sa maison privée à Gisenyi, feu de bois, polo col ouvert, ambiance familiale, c'était très étudié. Madame Abiyarimana est arrivée avec un plat de feuilles, genre feuilles de menthe ou feuilles d'oseille, en me disant « Mais vous savez, ça fait partie de notre nourriture, de manger des feuilles. » Je voyais bien que ce n'était pas des herbes de talus, c'était des feuilles, bon, comme nous, on utilise des épinards ou des choses comme ça. Mais bon, enfin, il y avait une certaine mise en scène. Ce tour a quand même, puisque j'ai insisté à certains moments pour voir certains endroits, ça a quand même accentué l'impression que j'avais, et qui était ce que j'avais recueilli en témoignage, je le voyais. On a pu parler à des jeunes paysans. Les jeunes paysans, à ce moment-là, dans le sud du Rwanda, ils se levaient le matin, en général avec le jour, et puis ils avaient 1 heure de travail, tellement la parcelle était petite, et puis ils n'avaient plus rien à faire de la journée, pas d'argent. Ils ne pouvaient rien faire. Tout ce qu'ils pouvaient faire était traîner devant le cabaret. Si un politicien leur payait des bières, ils avaient quelque chose, mais ils pouvaient juste traîner, ils n'avaient pas d'occupation. C'était vraiment des proies idéales pour un parti de type fasciste, populiste. Ça, c'est la situation, ça c'est début 90.
Alors, je dois vous raconter aussi quelque chose d'extraordinaire que j'avais jamais vu jusque-là, alors que j'avais déjà une certaine expérience à ce moment-là de l'Afrique, de reportage en Afrique, et que je n'ai plus jamais vu depuis. Pendant ce reportage sous surveillance, où donc j'étais cornaquée tout le temps par cette dame, à un moment donné, elle a voulu faire sa cour et elle a interrompu notre voyage pour aller saluer le président de la République, Habyarimana, qui raccompagnait un invité sur le tarmac de l'aéroport. Je ne me rappelle plus qui c'était, je pense que c'était son équivalent burundais, mais je ne me rappelle plus qui c'était, un autre président, il le raccompagnait à l'aéroport. Donc elle voulait y aller, on a fait une interruption pendant le voyage pour y aller. Le Rwanda, c'est petit, en voiture, on peut facilement s'arrêter à Kigali. Et puis, moi, j'attendais sur le tarmac qu'elle ait fini sa cour. Alors, c'est extraordinaire. Il y a quelqu'un de l'entourage du président qui arrive droit sur moi. Moi, j'étais debout, j'attendais qu'elle ait fini. Il passe à côté de moi, comme ça, il ne me regarde pas, il passe à côté de moi. Ses lèvres ne bougent pas, mais il me dit « Votre papier de la Toussaint rwandaise était tout à fait bien. » Ses lèvres ne bougent pas. Donc, même dans l'entourage du président, les gens se débrouillaient pour vous dire des choses. Et après, le même voyage, j'étais toujours sur surveillance, mais c'était une situation assez générale pour les Rwandais qui s'y connaissaient bien. À l'hôtel, par exemple, on m'avait mis dans un hôtel qui deviendra le refuge de l'extrême droite rwandaise, l'hôtel Diplomate, et qui était vraiment truffé de gens, mettons d'extrême droite pour simplifier avec la compréhension. Et le garçon qui travaillait au comptoir, il me présentait des papiers ou du courrier qu'on avait laissé pour moi, ou mon passeport. Il y avait toujours un petit mot avec, parce qu'il y avait des gens autour qui surveillaient. Mais donc, dans les papiers qu'il me donnait, les papiers professionnels qu'il me donnait, il y avait une feuille pour me dire il y a un tel qui est en prison, on n'a plus de nouvelles d'un tel. Bon, moi, je prenais, je mettais ça avec la note, et puis j'allais lire après. Un autre moyen très bizarre que j'ai jamais vu, j'ai jamais pu utiliser depuis, j'avais pris des contacts avant de venir là, j'avais fixé un rendez-vous à quelqu'un, je lui ai dit où est-ce qu'on se voit, il m'avait dit je peux pas vous voir officiellement, je vais me débrouiller. On avait fixé l'heure et c'était dans ma chambre à l'hôtel, je ne bougeais pas. Je ne bouge pas, il frappe, il entre, et puis il entre, il me fait signe de ne pas parler, qu'il y a des micros dans la chambre. Et puis il avait dû lire beaucoup de James Bond, c'est un monsieur avec des cheveux blancs, mais il avait dû lire beaucoup de James Bond. Il m'emmène dans la salle de bain, il ouvre la douche, et on a discuté pendant 1 heure assis sur le bord de la baignoire, tous les deux. Lui me parlait à l'oreille, et moi je notais pendant 1 heure, comme ça, avec le bruit de la douche en fond. On m'a aussi, lors du même voyage, des gens, toujours des officiels, parce que cette fois-là on ne m'a présenté que des officiels, des gens qui m'ont passé un papier dans la main en me serrant la main. J'ai jamais vu ça, ni avant, ni après. C'est pour vous donner une idée des techniques qu'avaient développées les Rwandais sous un régime qui était, alors qu'on trouvait que c'était la Suisse en Europe, c'est un régime qui est extrêmement répressif, parce que ce n'est pas des choses que vous inventez comme ça, c'est des choses que vous avez déjà pratiquées, dont vous avez entendu parler. Après, j'ai fait d'autres reportages plus payés par le gouvernement rwandais. J'en ai fait plusieurs. J'en ai fait beaucoup avant le génocide. Bon, de ça, je vais tirer quelques points. Le racisme. Le racisme le plus apparent était celui des missionnaires. Dans leur ensemble, c'était surtout des vieilles personnes, mais des diplomates et certains coopérants qui reproduisaient ce cliché dont je vous ai parlé tout à l'heure, les Hutus bêtes mais gentils et les Tutsis malins mais retors. Et il y avait aussi, ce racisme existait dans les relations entre Rwandais, mais c'était beaucoup plus elliptique. C'était très rare que ça soit dit ouvertement. C'était plutôt des périphrases, des rires entendus. Là, je voulais faire un petit point aussi. Dans la coopération militaire belge qui existait, ils avaient aussi, je pense que c'est Patrick de Saint-Exupéry qui a parlé ce matin des relations qui s'étaient tissées entre les militaires rwandais qui collaboreront au génocide et les coopérants français. C'était pareil avec les coopérants belges. Mais la différence, c'est que le gouvernement belge n'a pas la tradition impérialiste qu'a le gouvernement français. Je vais rapidement, je dis juste quelques points comme ça. En tout cas, il l'a eu très brièvement en 60 au Congo, mais à part ça, non. Par ailleurs, il n'y a pas d'unité dans les partis politiques belges sur la politique extérieure française, alors qu'en France, à part le Parti communiste, tout le monde en général à cette époque était d'accord sur la politique extérieure française. Et oui, et le contrôle parlementaire sur ce que fait le gouvernement est beaucoup plus grand en Belgique.
Et comme on est toujours des coalitions de plusieurs partis, ça va dans tous les sens, le contrôle est plus grand qu'en France. Alors, autre chose à signaler de ces années de reportage avant le génocide, c'est la peur. Les gens parlaient à voix basse, même quand on n'était que deux, dans une maison, porte fermée, et qu'on surveillait la porte par la fenêtre pour voir s'il y avait des gens qui s'approchaient. Ils parlaient tout bas. Quand on disait le nom du Simbikangwa, qu'on a jugé cette année en France, les gens ne disaient pas son nom tout haut. On parlait tout bas, tout seul, on parlait tout bas. J'ai même vu des gens qui tremblaient en me parlant, parce qu'eux prenaient des risques, ils avaient peur. La peur était importante. Alors, dans les gens qui étaient des militants, il y avait des militants pour les droits de l'homme, des militants rwandais pour les droits de l'homme, et le début de formation clandestinement de l'opposition rwandaise. Ces gens-là étaient très courageux. Ils avaient peur des accidents, parce qu'il y a eu une série d'accidents de la route sur lesquels il n'y avait jamais d'enquête, ou des enquêtes fantaisistes, qui arrivaient aux gens qui s'occupaient de choses politiques dont ils n'auraient pas dû s'occuper. Il faut dire aussi qu'à cette époque, la population était vraiment quadrillée. Vous ne pouviez pas vous déplacer d'une région à l'autre du pays sans signaler que vous partiez. Vous deviez toujours dire ce que vous faites. Si vous arrivez quelque part, vous devez le signaler aux autorités locales. Ça, je dois dire, ça n'a pas disparu aujourd'hui entièrement. À l'intérieur du Rwanda, il n'y avait pas de débat politique. C'est comme si la politique n'existait pas. Il y avait seulement nous et les méchants. C'était même assez curieux parce que, par exemple, à chaque fois que je devais rencontrer des autorités rwandaises, ils commençaient par me dire « Ah bon, mais vous n'êtes pas vieille, grosse et méchante ?» Vieille, grosse et laide, pardon, ils me disaient. Alors, j'étais un peu interloquée au début, et puis j'ai fini par comprendre. Puis, puisque j'étais contre eux, j'étais nécessairement une vilaine, quoi, comme dans les contes de fées. Il n'y avait pas de politique, il n'y avait pas de débat politique. C'était eux et nous. Il faut aussi signaler que les relations étaient très paternalistes entre Européens et Rwandais, en particulier entre Belges et Rwandais, et très autoritaires entre les Rwandais entre eux selon le niveau de pouvoir qu'ils avaient. Donc il y a un sens très profond de la hiérarchie. On obéit et on donne des ordres. Il n'y a pas de discussion. Ça n'existe pas qu'au Rwanda, ça n'a pas disparu aujourd'hui, mais c'était particulièrement fort dans le Rwanda d'avant le génocide. Et enfin, il y avait une mise en scène de la simplicité du régime. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le président qui reçoit chez lui devant un feu de bois, qui me montre la hutte. Dans son jardin, il avait fait monter la hutte où vivaient ses parents pour montrer à ses enfants comment vivaient les gens avant, etc. Donc il y a une mise en scène de la simplicité qui plaisait beaucoup au milieu catholique. Je précise que j'ai oublié de le dire, La Libre Belgique est un journal qui était alors catholique. Aujourd'hui, il est chrétien, il y a une nuance. À cette époque, c'était catholique. Ça plaisait beaucoup au milieu catholique, cette simplicité affichée. Ça correspondait un petit peu à leur idéal de la société, où on est bon enfant, le bon dirigeant, on est simple, il n'y a pas d'ostentation. Regardez Mobutu, non, c'est pas la même chose. De fait, à Biarimana, il avait sa maison à lui, à Gisenyi, c'était, disons, une maison de grosse notabilité de province, on dirait. En Europe, c'est pas du tout des palais comme avait Mobutu. Bon, alors j'en viens à le régime à Biarimana était soutenu en Belgique essentiellement par les milieux chrétiens. Et les partis, quand la situation a commencé à se détériorer, les partis ont pris position sur la question du Rwanda d'une manière qui rappelait un peu la position qu'ils avaient eue lors de la révolution rwandaise. En gros, les Flamands étaient pro-Hutu parce qu'il y a une identification par les Flamands. Ils se voient, eux, comme le bon peuple flamand qui a dû vaincre la bourgeoisie francophone. En Flandre, la bourgeoisie parle français. Donc pour eux, tous les francophones sont des bourgeois. Et donc les bourgeois francophones, c'est comme les Tutsis. Il y avait une identification. Et nous sommes des bons Flamands, gens simples et travailleurs. Les Hutus, c'est la même chose. Donc en gros, les Flamands, majoritairement étaient pro-Hutu. Du côté francophone, c'est plus nuancé. Vous aviez le Parti libéral
qui, parce qu'il avait été dans l'histoire anticatholique, était plutôt pro-Tutsi, les chrétiens qui étaient pro-Hutu, et au Parti socialiste, ça dépendait des personnalités, de ce qu'il en savait, s'il s'intéressait à la chose. Alors, à cette époque, la Libre Belgique publiait beaucoup sur le Rwanda. Et donc, puisque nous étions un journal catholique, qu'on publiait beaucoup et qu'on ne reprenait pas le cliché qu'on aurait dû reprendre, il y avait énormément de pression sur le journal, à la fois par le courrier des lecteurs, par des interventions politiques des milieux chrétiens, soit par écrit, soit par courrier des lecteurs, soit par coup de fil. Enfin bref, finalement, on m'a enlevé le dossier. Et je ne suis pas tellement ambitieuse. Je suis toujours journaliste, d'ailleurs, je ne suis pas chef. Je m'intéresse à beaucoup de choses, mais là, ça m'a fâchée. Donc, je n'ai pas voulu me laisser faire. Et en quelques mois, je vais le dire, j'ai magouillé et j'ai récupéré le dossier. Magouiller, c'était quoi? C'était un peu vache, souligner toutes les erreurs que faisait la personne qui m'avait remplacée, en disant « mais non, c'est une erreur ». Finalement, mon chef est allé trouver le rédacteur en chef et il a dit « écoute, il faut rendre le dossier à Marie-France ». Donc j'ai récupéré le dossier au bout de quelques mois. Alors, à la fin, on était fin septembre 90, j'ai proposé à mon chef un article sur des mouvements suspects dans les milieux exilés rwandais qui me faisaient penser qu'il allait se passer quelque chose. Je ne voyais pas bien quoi, mais visiblement, un coup d'éclat se préparait. Mon chef, échaudé, m'a dit « écoute, revérifie encore ». Et donc, j'ai dû revérifier. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 2 ou 3 sources pour un fait, vous devez trouver une 3e ou une 4e. Ce n'est pas facile. Donc, ça m'a pris un peu de temps, si bien que le 1er octobre, l'attaque a eu lieu, et pendant que je revérifiais s'il y avait bien quelque chose qui allait avoir lieu. Alors, l'avantage, c'est que, comme j'avais travaillé là-dessus depuis longtemps, tout était prêt. Et dès que l'attaque a eu lieu, on a publié beaucoup, et on m'a tout de suite envoyé au Rwanda. Et on était 2 journalistes étrangères au Rwanda à ce moment-là, une consoeur et moi. Et donc, nous avons tout de suite pu faire les démarches pour demander le droit de travailler. Et donc, lorsque on a fermé l'espace aérien à cause de des événements et que les autres journalistes, ils ont été maintenus pendant quelque temps à l'extérieur du Rwanda, ils ne pouvaient pas entrer. Et nous, on avait déjà l'autorisation de circuler. Ma consoeur de l'époque a eu, je ne critique pas, ça m'est déjà arrivé à moi aussi, un coup de panique. Ça fait peur, hein. On n'est pas habitué à aller quand ça tire, quand c'est dangereux. Donc elle n'a pas voulu sortir. Et moi, j'étais en veine d'inconscience peut-être ce jour-là. Je suis sortie et donc j'étais la seule à me promener dans Kigali. Tous les Rwandais étaient bouclés chez eux. Ils m'appelaient depuis les balcons en disant « mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans la ville ?» Et j'ai marché toute la journée en me baladant. Et puis, quand j'arrivais au coin d'une rue, il y avait un char qui pointait son truc sur moi parce que personne ne se baladait. Heureusement, j'avais mon autorisation. Alors, je lève les mains, je propose mon papier. Au bout de 10 minutes, on me fait signe de monter. Toute la journée comme ça. Et j'ai donc passé cette journée à regarder la ville. Il ne se passait rien. Tout était fermé, tout était bouclé. Oui, alors, la nuit du 4 au 5, on en a parlé tout à l'heure, donc il y a eu un simulacre d'attaque du Front patriotique rwandais contre la capitale, mais on a su que c'était un simulacre je me dépêche. Donc, je passe ça. Oui, alors, je vais dire, dès qu'on a pu circuler hors de la ville de Kigali, je voulais signaler quelque chose d'important, c'est que déjà, à ce moment-là, on voit le schéma qui se mettra en place lors du génocide, c'est-à-dire qu'on voit dans les campagnes des autorités locales, des maires, des conseillers de secteur, qui dirigent des groupes de paysans qui n'ont pas vraiment envie d'y aller à ce moment-là, avec des machettes pour aller dans les coins d'herbe, là où il y a le mot ne me revient pas en français, dans les maquis, quoi, pour aller donner des coups de machette là où il pourrait y avoir des gens qui se cachent, les agresseurs. Et les 3 groupes que j'ai rencontrés sur cette journée-là, personne n'en avait rencontré parce qu'il n'y avait pas le FPR n'était pas là. Pardon, le FPR n'était pas là. Alors, entre 91 et 94, chaque année, il y a eu un massacre, comme si c'était une répétition de ce qu'on allait faire pendant le génocide.
Petit à petit, en même temps, la prise de risque de l'opposition politique Hutu s'accroît. Enfin, Hutu et il y avait un peu de Tutsi, mais c'était surtout les Hutus. Au même moment, le nombre de mes informateurs croît parce que plus on parle d'un sujet, plus les gens vont venir vous trouver pour vous donner des informations. À cette époque, c'était avant l'explosion de la presse rwandaise, ils vendaient des photocopies de mes articles sous le manteau à Kigali, parce qu'ils n'avaient pas d'informations non officielles. Et puis petit à petit, en même temps que l'opposition gagnait du terrain, le désir d'avoir une presse libre a augmenté et il y a eu de plus en plus de journaux. Alors, ces journaux, il faut voir ce que c'était. Pas de formation et pas d'encadrement professionnel, sauf pour le journal officiel catholique qui existait déjà avant, Kinyamateka, et qui avait fait un assez bon travail, très prudent, en signalant les cas de famine, certains abus, etc. Certains des journalistes avaient même un niveau d'études suffisant. Et dans beaucoup de cas, il s'agissait juste d'écrire finalement des propos de café du commerce. On écrivait n'importe quoi. D'autres, il faut signaler quand même que même dans ces gens-là qui n'étaient pas bien formés, qui ne faisaient pas bien leur boulot, ils étaient courageux parce qu'ils se faisaient casser la figure, ils se faisaient menacer quand ils ne soutenaient pas le régime. Les gens du pouvoir les menaçaient. Alors je dis les menaçaient parce que ça, souvent on ne le souligne pas et c'est important, à cette époque, il n'y avait pas de système judiciaire normal. Par exemple, il n'y avait pas d'avocat. Si vous étiez accusé, les pouvoirs publics vous accusaient et il y avait des personnes non qualifiées qui recevaient un genre de licence pour pouvoir vous défendre. Mais cette licence pouvait être retirée à tout moment par l'État. Donc, ce n'étaient pas vraiment des avocats. Ils n'avaient pas de liberté de parole. Ils n'avaient pas la liberté de mettre en cause l'establishment. Et il n'y avait pas de système judiciaire. Et on appelait quand même ce pays la Suisse de l'Afrique centrale. Oui, alors un dernier point. À cette époque aussi, je veux signaler que l'Internationale démocrate chrétienne essayait, à ce moment-là, j'avais des entretiens avec tous les camps à cette époque. Et à cette époque-là, l'Internationale démocrate chrétienne essayait d'allier le MRND, qui était le parti unique au pouvoir à ce moment-là, et qui représentait une élite Hutu du Nord, avec le MDR, qui était le parti Hutu qui avait fait la révolution rwandaise, et qui était plutôt des sudistes. Et moi, je leur disais, mais oui, mais sur quoi voulez-vous les allier? Ils n'ont rien en commun à part l'ethnie. C'est dangereux. Mais non. C'était leur plan, et c'est le plan qu'ils ont mis en œuvre. Ils ont effectivement travaillé à réunir le MDR et le MRND. Et puis il y a eu en 93, en la fin 93, le coup d'État contre le premier président Hutu élu démocratiquement au Burundi, Ndadaye. Et ça a donné un coup d'accélération à la fascisation de la société, du système politique rwandais. Les choses se sont corsées. C'est à ce moment-là que dans les partis existants au Rwanda, ils se sont scindés avec une tendance qu'on appelait power. Donc, c'est la prononciation à la anglophone de power, donc Hutu power. Chaque parti avait sa section Hutu power. Et la vraie tendance du parti devenait minoritaire, et la tendance power prenait de plus en plus d'espace à l'intérieur de chaque parti. À cette époque, il faut le dire, c'était difficile pour un Hutu de rester un démocrate. Il y avait sa famille qui lui disait, il y avait tout le monde qui faisait pression sur lui. Et c'est à cette époque aussi qu'on a créé Radio Mille Collines, qui a encore accéléré le mouvement. Lors des 3 derniers reportages que j'ai faits au Rwanda, avant le génocide, le CDR, c'est-à-dire le groupe le plus extrémiste Hutu, m'attaquait chaque fois d'abord en distribuant des tracts, en disant que j'étais arrivée. En fait, ils ont distribué ça le jour où je partais. Puis après, ils avaient la radio et ça allait beaucoup plus vite. Donc, ils ont commencé à signaler que j'étais là au milieu de mon séjour. Mais quand ils signalent que vous êtes là, ça veut dire qu'ils envoient les milices à votre hôtel. Ils disent où vous êtes. Et donc, ça devenait dangereux. Et la dernière fois, ils l'ont signalé le jour où je suis arrivée, parce qu'ils avaient des relais dans l'appareil de pouvoir, notamment à l'aéroport. Et quand j'ai débarqué à l'aéroport, il y a quelqu'un qui a dû signaler à Radio Mille Collines que j'étais arrivée. Donc, ils ont tout de suite signalé que j'étais là. Et donc, c'était dangereux pour moi. Donc, je n'ai pas été au moment du génocide parce que j'étais sur les listes. Et c'est un autre journaliste de la Libre Belgique qui est allé.
Alors, je vais vite faire deux remarques. Pour moi, c'est le plus important de ma communication. Je voudrais signaler deux choses. Quand l'opposition politique Hutu s'est développée au Rwanda, elle a très vite cherché à s'appuyer sur le FPR. En gros, c'était « prenez-nous au sérieux parce qu'on est dans le même camp que le FPR », comme si seule la force militaire comptait. Et aujourd'hui, il faut remarquer qu'il se produit le même phénomène dans l'autre sens. Une partie de l'opposition à Kagame s'appuie sur le FDLR. Par exemple, Twagiramungu, dont on a parlé ce matin, maintenant il a rejoint le FDLR. Comme s'il se sentait incapable, tout seul, juste avec la force des mots, des idées, de la démocratie, de faire quelque chose. Et ça, c'est dangereux de recourir aux militaires à chaque fois parce qu'on les met en position de domination après. Il n'y a plus de place pour les partis politiques après, même si on change de pouvoir. Et la deuxième remarque que je voulais faire, ça entre dans le même genre, le même problème structurel de manque de confiance en soi. Il est difficile pour un Rwandais de prendre position contre le groupe. Nous, en Europe, on croit que c'est naturel pour tout le monde, mais on trouve... Si on voit des histoires de rebelles à la télé ou dans un roman, on a une petite sympathie pour le rebelle parce qu'il se lève tout seul contre l'injustice. Jamais vous voyez ça au Rwanda. C'est beaucoup plus dur pour eux. Le groupe est beaucoup plus puissant. C'est difficile de se séparer du groupe. C'est beaucoup plus difficile pour eux que pour nous d'avoir une position individualiste si elle n'est pas celle du groupe. Et c'était comme ça sous le régime Habyarimana, et malheureusement, ça n'a pas changé aujourd'hui. Je l'ai constaté encore en février lorsque j'y suis allée. Il y a des séances de réconciliation qui s'appellent Nzo Munyarwanda, donc je suis rwandais, où des gens disent que des fois on oblige les Hutus à reconnaître qu'ils sont coupables, mais moi je n'ai pas entendu moi-même et je n'ai rencontré personne qui l'ait entendu personnellement, mais ça se colporte, qu'on oblige des Hutus à reconnaître qu'ils sont coupables comme Hutus, ce qui est contraire à tout ce que le FPR a essayé de transmettre jusqu'ici au sujet de la culpabilité individuelle ou pas. Mais le fait est qu'au cours de ces séances, il y a aussi des espèces de... On règle les affaires de la communauté locale. Et par exemple, j'ai assisté au procès d'une femme qui vend des fruits et des légumes et de la bière, et elle s'était disputée avec des gens. On lui dit qu'elle doit demander pardon, elle refuse de demander pardon. Elle a craché sur le conseiller de secteur qui est venu lui dire qu'elle devait demander pardon. Elle ne demande pas pardon, donc quoi ? On l'expulse. Et vous voyez tout le groupe qui assiste à ça, et c'est le chargé de la sécurité du secteur, donc c'est une autorité administrative, qui dit « Ah non, moi j'en veux plus, si vous dites qu'elle doit rester, moi je suis plus responsable de la sécurité dans ce secteur, elle fait que créer des problèmes. » Et tout le monde se tait. Et la femme a été chassée. C'est tout. Je n'ai pas dépassé.